Let's go. Petit Alors, zoom. ben, Juste un on cran va plus. commencer cette petite veille techno par quelque chose de pas très techno, mais que j'ai trouvé un peu intéressant. Comme sur une autre veille techno, en fait, j'avais présenté comment lire un paper de recherche. Mais qui est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, et donc je trouve que c'est des skills un peu utiles. Donc là, c'est quelque chose qui est partagé par une dame qui s'appelle Eva Parrish et qui dit What I think about when I edit. J'ai trouvé ça très sympa en fait. Je crois qu'il y a 7 tricks qui te permettent de rendre tes écrits plus efficaces. Il y a rien qui va changer la face du monde, mais c'est des petites règles que je trouve pertinentes. Et j'ai trouvé que chacune d'entre elles avait sa part de vrai. Donc elle commence par une petite introduction de pourquoi elle écrit tout ça, et vous allez voir que ça fait partie aussi de ses recommandations, donner une petite introduction qui résume tout ce que va dire l'article. Et pour ceux qui ont la flemme de relire l'article, vous avez juste Ok, c'était pas 7, c'était 9. Vous avez les 9 recommandations qui sont faites, qui sont d'abord décider ce que vous voulez dire, répétez-vous, mais avec parcimonie, simplifiez, n'utilisez pas la voix passive, n'utilisez pas les adverbes, ne pensez pas que vos interlocuteurs ou lecteurs ont des connaissances. Faites attention à votre ton, évitez le jargon et les clichés, et utilisez l'espace. Au Donc, secours. Au secours. Reviens sur ces points un instant. ouais, Ok. Décidez ce que vous allez dire. On a un plan vague pour le stream, mais un vague. Vous répétez pas. Vous répétez pas. Simplify, on nous le répète, c'est environ depuis 2 ans, donc ça fait plaisir. Éliminer la voix passive, ça fait genre juste depuis 5 ans, début de parcours pro, qu'on me dit oui, non, mais il faut dire il est possible de, du coup, on pourrait envisager que, et non de la voix active, donc c'est l'inverse de ce qu'on m'a appris. Don't use adverbs, qu'est-ce que c'est déjà? Don't assume knowledge. Si on don't assume knowledge, on fait pas notre stream parce que clairement, je pense que nos viewers sont déjà assez chauds. Sinon, ce qu'on disait n'aurait aucun sens. mais c'est là que Be ça va aware of t'étonner. your tone. Mon tone est complexe, éclaté. Avoid jargon cliché. Désolé. Ouais, mais ça, c'est dans l'écriture. Et white Là, on est space. dans un format live Ok, un peu. Et tu tu me vois, rassures. Parce que sinon, le le ton, carton pareil. plein. Ouais, Vache. mais tu vas voir. Donc, decide what you're actually saying, c'est avant d'écrire quelque chose, réfléchis à ce que tu veux dire en fait. Plutôt que de partir dans ce que t'écris et après te dire, attends, mais pourquoi je le dis? Bon, celui-là, c'est un peu bateau, mais commence par écrire une petite introduction de ce que tu vas dire dans ton article. C'est ce qu'elle a fait là-haut. Le deuxième point, c'est répétez-vous, mais avec parcimonie, parce que et surtout sur les choses qui sont importantes. Euh, Excusez-moi, j'ai la gorge très sèche. Le Euh, retour du pollen, quel plaisir. Courage. let's go. Tu me dis si tu veux, on peut faire 1-1 et mourir entre temps. Ça marche aussi. Hmm, j'espère que ça va le faire. Donc, se répéter avec parcimonie, c'est pour appuyer sur les choses qui sont importantes. Mais il y a une deuxième manière qu'elle détaille un petit peu à la fin. Donc, elle donne quelques exemples, des exemples de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, et elle élabore un petit peu. Ouais, je Ouais, c'est compatis compliqué. tellement. Je compatis tellement. Si tu veux, on reswitch un peu, ou en tout cas à la fin de celui-là, parce que sinon tu vas claquer. Ok, ça marche. Et je vais finir la bouteille d'eau. Simplifier, c'est un peu ce que tu disais, c'est dire il faudrait que. Non, c'est quand tu fais un tuto, vous allez avoir besoin de lancer ce script. Non, c'est juste lance le script. Et, et ça, on voit qu'elle le fait bien ici. Voici mes recommandations. Répétez-vous, simplifiez, etc. Utilisez l'impératif parce que c'est efficace, quoi. Ça va droit au but.
Euh, voilà, donc elle donne des exemples parce que des fois, en fait, tu vas exprimer une possibilité, quelque chose que tu pourrais faire ou ne pas faire, et donc tu vas quand même dire tu peux ou tu devrais ou tu pourrais. Donc ça fait partie aussi des bonnes choses à dire, plutôt que dire vous allez avoir besoin de, c'est vous pourriez faire ça, limiter les décorations quoi. Faut pas hésiter à découper ce qu'on dit, etc. Euh, la voix passive, elle explique que ça pourrait, en fait, ça élimine une partie, ça élimine un acteur de l'action. Euh, alors je me ferais peut-être un petit peu engueuler par ma copine qui étudie la linguistique, parce que la voix passive, elle a un vrai intérêt de mettre en valeur quelque chose dans la phrase. Mais bon, bref, c'est un grand débat. Va falloir changer de ton, hein, tu vas te faire moucher en fin de stream. Plus En jamais tu attendant, traînes j'ai avec tout. ces gens-là. N'utilisez pas les adverbes. Donc les adverbes, pour ceux qui savent pas, c'est en français les mots qui finissent en ement et en anglais c'est les mots qui finissent en ly. Euh, loudly, basically, lazily, inherently. Tout ça, c'est des choses enfin les adverbes souvent, ils ont tendance à exprimer mal ou alors avec peu de précision quelque chose. Elle donne une phrase, c'est he laughed loudly, donc c'est il a ri fortement, mais elle explique que même dans une écriture de fiction, les détails sont mal donnés. Là, elle dit he laughed with a kind of booming abandon that made the whole restaurant turn around and look. Euh, c'est peut-être un petit peu trop détaillé quand on va faire un rapport, un rapport de pentest au hasard. Un peu trop romancé, mais les adverbes, en fait, ils expriment mal ou de manière imprécise ce qu'on peut vouloir dire. En règle générale. Bah, ça fait un peu je manque de vocabulaire et du coup je mets très devant quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et, et un autre moment où on utilise les adverbes, c'est en disant basically it's ta ta ta, essentially this is. Et en fait, tout ça, si tu l'enlèves de la phrase elle a la même, ça change rien quoi. C'est simplement il faut faire ça, t'aurais pu juste dire fais ça. Petite pensée à notre Isaac favori qui dit basically what you need to do is to break la small thingy. Le truc c'est que ces basically on les accepte parce qu'il est tellement genre là par rapport à nous que genre ok basically on va faire ça. On l'accepte la machina. C'est ça. On en est au plus intéressant, don't assume knowledge. Celui-là c'est beaucoup pour tous les acronymes. J'ai bien aimé si les gens éplaient les AAT. Et oui, tout le monde sait que AAT c'est acronyme, enfin AATL c'est acronyme à 3 lettres. Et moi ça m'est arrivé quand j'ai rejoint Mano Mano, tout le monde parlait de POC. Je savais pas ce que c'était un POC. Non, ouais mais t'es en sécu. Mais je suis en sécu depuis janvier 2023. Oui, c'est vrai. Il faudrait que je t'offre les bouquins, enfin un des bouquins POC hors GTFO. C'est vraiment preuve de concept où dégage, genre montre ce que tu as, enfin prouve ce que tu avances ou casse-toi, genre pas ce que j'ai fait avec l'intruder tout à l'heure. Alors par contre, cette confusion, elle a duré à peu près 3 heures, je pense. Parce que au bout, j'avais à peu près saisi le concept et et après ça m'est venu puisque je suis allé chercher ce que ça voulait dire quoi, pour pas passer pour un idiot. Legit. Après, si t'en veux un dans le même style, moi il y en a un que j'ai découvert dans mon entreprise actuelle, c'est le terme spike. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Un spike, c'est un pic, une augmentation unique et... C'est pas ce qu'envoie Endo? Moi, il m'envoie des spikes toute la journée. Du coup, je réponds à Endo spike. En fait, suivant le contexte, ça peut avoir différentes significations, mais dans notre entreprise, c'est un terme qui est utilisé pour désigner un truc ultra spécifique. Et en gros, je vais vous donner la réponse, c'est
Euh, Dans le monde du développement, du coup, on a des tickets, généralement des stories ou des tickets tech, Des épiques, Quand- des machins. voilà, ce genre de trucs. Et en gros, ils ont inventé le concept de Spike, où l'idée c'est euh, on veut faire l'implémentation du feature, mais on sait pas trop comment on va devoir s'y prendre pour pouvoir la faire. En fait, toute la phase d'étude de ce truc-là, ils ont inventé le terme Spike pour dire bon, ben, un Spike, ça va être la phase d'analyse de ce sujet, et on va allouer une demi-journée pour ça pour pouvoir faire le truc. Et Ok. ça rejoint un peu le C'est- même délire, quoi. T'avais techno plus Spock. Ok. Ouais, j'avoue, C'est si tu ça. l'as pas, bonne chance pour l'avoir. Hein. Et ouais. Et clairement, Mhm. quand tu arrives dans une entreprise qui te parle de Spike à longueur de journée, mais t'as jamais entendu parler le terme, des fois c'est. Mais surtout qu'il y a déjà un complexe, quoi. terme. Il y a déjà un terme pour dire un pic de, je sais pas, de charge de CPU, c'est un pic. Donc si en plus Ouais. on surcharge le nom des objets déjà attribués, c'est chiant. C'est ça. Donc c'est pour ça, ce point-là, moi je suis relativement d'accord quand même. Que des fois, on peut croire que c'est implicite, mais ça peut ne pas l'être. Ouais. Mais après, bon, comme il dit, il faut faire gaffe si c'est forme écrit ou parler parce que Ouais. tu écris, tu prends ton temps, mais même, enfin, je veux dire, je vois les acronymes comme les maths vont utiliser un objet pour désigner tout un ensemble de propriétés. Genre, si on se dit, si je te dis, super, je suis très content car j'ai réussi à envoyer du JavaScript dans le navigateur de ma cible qui a pu évaluer ou importer un script et lui-même voler le cookie de ses... Je veux dire, tu dis non, c'est bon, j'ai XSS tout ATO. Enfin, tu assumes qu'il y a du ledge en face, mais si t'as pas ça, tes phrases, elles ont aucun sens, plus personne peut les suivre. Tu vas prendre 15 fois plus de temps pour parler d'un truc qui est fait déjà consensus dans la tête des gens, sauf LFI et LFR, hein, ça, les gens, ils ont pas encore fait la différence, malheureusement. Après, j'ai envie de dire, ça va dépendre, il faut adapter son discours aussi à la cible que tu vises, quoi. Trou. Et c'est là que ça s'élabore quand même un petit peu. Quand on l'écrit, en fait, la recommandation, c'est pour quelque chose qui est vraiment que tu vas vraiment beaucoup utiliser dans ton écrit, tu l'expliques que la première fois. Là, elle donne un exemple. Dans son entreprise à elle, le TTFB, c'est une métrique qui est hyper importante et tout le monde sait de quoi ça parle. C'est le time to first byte, c'est la responsiveness d'un proxy ou d'un serveur web. Pour elle, c'est une métrique que tout le monde connaît, mais ce serait pas forcément le cas. Et d'ailleurs, le petit challenge, c'était est-ce que vous comprenez cette phrase ? Est-ce que ça a du sens ? Bah, moi, quand je l'ai eu dans le bus, j'étais bah non, je sais pas ce que c'est le TTFB. Moi, je t'aurais dit oui. Pas moi. Solide. Je l'avais pas non plus. Mais après, clairement, pour le coup, le TTFB, c'est des métriques SEO essentiellement qui sont suivies par Google principalement pour favoriser le SEO. Du coup, Non, mais ça fait sens, le Histoire de concept, contexte. on l'a, mais par contre, juste connaître l'acronyme, non, clairement, on n'est pas assez... on n'y pulse pas ça suffisamment souvent pour que ça ait été utile. Et pour continuer, quand par exemple, bah, tu vas dire j'ai XSS to ATO, bah, la recommandation qu'elle donne, c'est de mettre un lien. Oui, bah par Un contre, lien j'écris vers une clairement. doc qui explique ce que c'est une XSS, une doc qui explique ce que c'est qu'un ATO, et terminé, tout le monde est d'accord. On est quand même arrivé en 2024 pour que quelqu'un dise, s'il vous plaît, dans vos articles, utilisez des hyperliens. Vous êtes sur HTTPS. Respectez le web, mettez des sources. S'il Ça vous a été plaît. fait pour ça. Ouais. Mais nice. Il en reste un ou deux. Faites attention au ton, donc ça c'est plus pour la cohérence d'un texte. Soit tu utilises un ton formel, soit tu utilises un ton collégial, mais pas les deux. Commence pas à avoir une explication formelle, pompeuse, avec des mots longs, pour à la fin de ce paragraphe mettre une petite blague. Voilà, c'est incohérent et ça peut rendre la compréhension difficile en fait, puisque le ton il se transmet moins bien à l'écrit qu'à l'oral. Et donc naturellement, bah, si en plus de ça il y a une confusion dans le ton, ça rend la compréhension vraiment compliquée. Je mets bien le papier de crypto ultra sensible, ultra touchy, avec la fin un petit shit's on fire.
Je la petite bombe comme ça. Ça rend compliqué. Et après, le jargon et les clichés, ça rejoint encore un petit peu Don't Assume Knowledge. Là, c'est les expressions qui peuvent être régionales ou des trucs comme ça. Ça peut être compliqué. Alors pour les Anglais, ça peut l'être encore plus parce que, enfin pour les anglophones, ça peut l'être encore plus parce qu'il y a des expressions qu'ils peuvent ne pas du tout connaître parce qu'elles viennent du fin fond du sud du Texas, alors que eux, ils sont de Brisbane en Australie et que leur collègue, il vient d'Inde et qui connaît pas cette expression, quoi. Enfin, Je suis perturbé par le deep dive et low hanging fruit. Ce qu'ils disent, c'est que c'est du jargon ou que c'est déjà des trucs qu'il n'y a pas trop utilisés. le jargon, c'est enfin deep dive et low hanging fruit, c'est du Ce jargon. sont donc à ne pas Ouais. utiliser à l'écrit. Éviter, ouais. Oh, la tristesse. Ok. Ça peut être ça peut Suivant être le perçu d'une contexte. autre manière. Ouais. C'est Ok. tu pourrais mettre easy target ou easy quelque chose à la place de low hang. Enfin, ouais, C'est vrai. Après, ça fait tellement consensus dans le milieu de la recherche que tu chopes ça en premier que. Mais ouais. Ouais. Que low hanging fruit, vous le traduiriez par quoi? Ah ouais, tu l'as pas toi? J'ai jamais vu. Putain, c'est ouf. Attends, t'as TTFB, mais t'as pas low hanging fruit. Pas les C'est mêmes ouf. milieux. Ouais, tellement. Mais par contre, tu vois, le deep dive, moi, ça me parle beaucoup plus. Que c'est Ouais. des trucs qu'on trouverait régulièrement dans des tutoriels ou ce genre de choses. Mais Ouais, deep dive, c'est tu ouvres le truc, tu creuses dedans, tu essaies d'analyser tu exactement ce rentres en qui se détail, passe. ouais. Et low hanging fruit, c'est quoi les trucs les plus évidents, les plus triviaux à trouver dans ce que tu fais. Donc ça peut être, tiens, j'essaie d'enlever des bugs, je vais enlever les trucs les plus évidents. C'est vraiment les plus évidents, c'est ça. Ou les plus Ok. accessibles. c'est le fruit qui est le plus bas dans l'arbre. T'es pas obligé de monter à l'arbre. En fait, t'as juste à tendre la main et tu l'attrapes. C'est le low effort max reward. Ouais, c'est ça. D'où les bananes. Pré-shot. C'est beau. Et enfin, Messieurs, il va falloir qu'on. Vas-y, je te laisse finir celui-là après. Il va peut-être Ok, falloir vas-y. qu'on mette un petit coup de boost. Parce ok, qu'on en a très un bien. paquet quand même. Le dernier, c'est mettez des retours à la ligne. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Je vais les tousser pendant un quart d'heure et puis je reviens. Attends, je vais reprendre le screen share et tu me feras signe quand tu veux en refaire un. Sauf si jamais tu veux enchaîner, mais sinon c'est une petite. On fera des passages de balles. Vas-y, ça marche. Je t'ai volé le screen share. Ok. Bon, alors, on enchaîne. Vous le savez, ça a été la semaine de XZ, la backdoor, tout ça. Donc, j'ai de dire un petit mot dessus. Moi, je trouve que ça a fait un bruit énorme. Donc, j'ai premièrement trouvé que ça avait fait un bruit énorme pour une attaque. Ok, la supply chain est incroyable. Le fait d'aller au package time, aller rajouter un bout d'objet qui se fait linker, qui va backdoorer juste une seule fonction quand on arrive avec une clé spécifique. C'est trop cool. Mais, ça veut dire que quand même, ok, c'est un APT assez vénère, ou c'est en tout cas un gars qui s'est vraiment fait kiffer à faire sa petite backdoor. Super gros GG au mec qui a creusé pour déjà se dire il y a quelque chose à creuser et qui ensuite a fait toute l'analyse. Parce que un mois entre être introduit et être détecté, c'est solide, parce que déjà ça part du principe que les gens sont à jour sur leur paquet. Ce qui est solide vraiment. L'analyse est détaillée et cool. Il dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, d'où il a identifié la source, comment est-ce qu'il a contacté les vendeurs, comment la backdoor fonctionne. Un début d'analyse en expliquant bien que non, il n'est pas spécialiste là-dedans, donc il n'a pas non plus fait tout le reverse. Donc c'est resté humble, c'est beau. Et malgré le fait de rester humble, c'est quand même sacrément précis comme niveau de premier retour sur compromission. Donc très cool. Mais du coup, je me suis dit, ah super, c'est un gars qui a réussi à forger une backdoor, mais c'est comparé à sa clé publique. Normalement, il n'y a que un gars, un groupe ou un état ou un seul quelque chose qui peut vous exploiter. Et j'ai creusé un peu. Et donc ok, c'est un remote route, mais un remote route pour un truc qui voilà, il y a une personne. À moins que la personne route la planète entière, et ce serait très très beau jeu. C'est quand même assez unlikely. Et du coup, en fait, non, parce que, ok, c'est un bout de code en plus, c'est une backdoor, mais il n'y a rien qui nous dit que sa clé, elle est bien forgée, il n'y a rien qui nous dit que son code ou sa backdoor, elle est propre et pas exploitable autrement, il n'y a rien qui nous dit que c'est pas quelqu'un qui va, par plaisir de voir le monde brûler, publier la clé privée et foutre le bordel. Donc voilà, c'est un petit peu de recul au premier, et ensuite, oui, non, clairement, il faut que ça fasse du bruit, il faut que les gens réagissent et qu'on essaie de faire évoluer les pratiques. Et yes, Yann, si tu as toujours ton écran, tu peux avec plaisir présenter la tienne si elle est liée ton article qui est lié à ça.
Tu veux enchaîner là? Yes, tout à fait. J'étais en train de mettre le share screen. Eh bien, je te le remets. Eh ben, donc c'est bon? Ouais, c'est tout. Nickel. Alors bah moi en fait ce que je voulais présenter c'était pas forcément l'article, mais le truc que j'ai kiffé dans cet article qui fait un résumé de la situation que probablement pas mal de monde ont déjà pris connaissance. Ce que j'ai bien kiffé dans cet article, c'est la petite infographie qui est juste là, qui explique tout de bout en bout. En fait, on commence par l'histoire du gars, comment il a rejoint le projet XZ, comment il est devenu maintainer grâce à du social engineering. Après, la manière de laquelle il a poussé ses commits, dans lesquels il y a son code malveillant. Et après, comment se présente l'exploit. Alors je sais pas pourquoi c'est aussi flou. Normalement c'était lisible, mais là c'est un peu flou. Voilà, c'était juste pour montrer la petite infographie que moi j'ai trouvé trop cool, parce que en une page j'avais tout. C'est stylé, j'avais pas du tout vu la partie social engineering et le temps qu'il a mis pour s'introduire dedans, gagner un peu en confiance et tout. C'est beau. Ouais. Jeu. Ouais, l'histoire elle est franchement GG à lui quoi. Scary stuff. Mais Ouais. je sais pas si ça a été mentionné, mais apparemment il avait également créé d'autres utilisateurs GitHub pour faciliter son introduction à lui-même sur le projet. Ouais. Je sais pas où c'est marqué. J'ai pas le détail, mais ça se tient. C'est comme quand tu fais de l'osine, t'as souvent plein de sock puppets pour pouvoir en cramer ou pour pouvoir en utiliser dans des cas chelous. Tu sais qu'il faut te faire de la ressource, quoi. Je sais pas si c'est là-dedans, mais en gros, ouais, il avait au moins 2 comptes supplémentaires qui poussaient en fait le maintainer principal à faire accepter plus vite les commits de JA. Et finalement, en fait, ce qu'a fait le maintainer, c'est un peu en mode vas-y, tu me saoules, je te passe maintainer. La fatigue, human fatigue, hein, ouais, littéralement. C'est ça. Après, voilà, si t'as 2, 10, 20 personnes qui te disent non, mais vas-y, c'est bon, laisse-le passer ses commits et tout. C'est horrible. Que le gars il est sérieux depuis 2021. Genre vraiment, le gars il fait ses commits et tout, enfin il est sérieux et tout. Donc, Ah bah t'as des vrais contribs, après. Bah ouais. Est-ce qu'un maintainer doit avoir le droit de push du code force push sur master sans qu'il y ait d'approval? Mais bon, une fois que t'es maintainer, même s'il y a un droit d'approval, tu peux l'automodifier. Je pense pas qu'il prompte un MFA au vrai maintainer, parce que si le jour il claque, bah, il faut que t'en aies 2 au moins. C'est une galère. Ah, mais tu fais des commits sérieux pendant 2 ans. Ouais, non, mais c'est beau jeu. Hein. Puis en plus là c'était bien discret parce que c'était dans des fichiers de test et tout, donc tu te dis ouais, le gars en plus il fait ses tests automatisés, trop bien. Voilà. Beau jeu. Je te repique je te rends la main. Voilà qui est fait. Laisse-moi faire la transition d'écran avant de te couper. Là, je t'ai eu de justesse, mais is ok. Cool. On enchaîne sur un article de J Voisin, sobrement intitulé Leaving Google. C'est assez sympa parce qu'en fait, cet article, assez sympa. J'ai pas envie de me réjouir du malheur de quelqu'un. Enfin, malheur. Je sais même pas. Rejoins Google il y a 5 ans. C'est forcément un article quand tu lâches un petit jeu, lâche Google, c'est un peu une bombe en termes de com. Il explique tout ce qu'il a pu faire pour sécuriser tous les third parts. Il a dit, concrètement, j'aime beaucoup parce que son taf, ça a été de supprimer des millions de lignes et d'en ajouter quelques milliers, un gros paquet de milliers. Donc c'est assez chouette de se dire que tu as un travail efficace quand tu arrives à faire mieux avec moins ou plus safe avec moins de complexité de surface. Donc beau jeu. Petit récap de carrière de ce qu'il a pu faire et tout en 5 ans. Et ça donne, je pense, voire j'espère, une vision vraiment assez large de ce qui, enfin forcément pas exhaustif, hein, mais assez large de ce qui peut se faire en termes de sécu à Google et en termes d'interaction entre des gens assez stylés. Forcément, il y a des petits trucs cachés dedans, il y a des choses qui régalent. Et le petit truc de fin, à savoir The reason why I left was that my remote got denied. Bien que les golden handcuffs were definitely becoming heavy to wear. Et le Google que j'ai rejoint était clairement encore mieux. Ah non, était mieux que quand je suis parti. Bon, j'avoue, ça c'est un peu gratuit. Mais toujours est-il
des trucs qui me régalent là-dedans. Enfin, qui m'attristent, par exemple, c'est que les GAFAM fassent, et pas que beaucoup de boîtes fassent un gros recul sur le télétravail. C'est dommage, je veux dire qu'on est au coup de gueule. On est des gens qui sommes motivés, sinon on ferait pas ce qu'on fait. Genre, on dormirait la nuit, on verrait des gens, on aurait une vie sociale. Donc, on est déjà suffisamment motivés pour le faire. Tant qu'à le faire, laissez-nous le faire dans les conditions qu'on kiffe. Enfin, genre, on le fera de toute façon. Ça, et le côté golden handcuffs, à savoir, le jour où tu as un job trop beau, trop bien payé avec tout qui va bien, est-ce que ça devient pas un mouroir ? Je vous pose un peu la question aussi, mais ça veut dire que tu as la place parfaite, que tu as peu de chances de pouvoir trouver mieux ailleurs, donc tu t'y vois déjà d'ici 20, 30, 40 ans, à moins de changer drastiquement de rythme de vie. C'est un délire. J'y ai pas encore été confronté, donc difficile de me prononcer. Après, Ouais. Je pense que c'est le truc où tu espères que ça devienne ton problème, et le jour où ça devient ton problème, tu te rends compte que c'est quand même un vrai problème, pas juste... Après, je vais te dire, pour moi, la question, elle est beaucoup plus nuancée que, pour le coup, de mémoire, vous êtes tous les deux en province. Province. On est dans Lyon quand même. Moi, je suis dans Lyon. Ok. Mais que du coup, ça fait moi 5 ans que je vis à Paris. Et effectivement, avec le Covid, le télétravail s'est démocratisé. Effectivement, ça a permis de changer la donne au niveau du rythme de travail. Mais en termes de développement, je le vois au quotidien en fait. Travailler en équipe, c'est beaucoup plus compliqué quand tout le monde est à distance, pour une raison simple. C'est pas au niveau de la productivité, c'est au niveau de l'échange et de la communication, où les règles ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est beaucoup plus complexe en fait de réussir à garder un cap commun quand chacun est dans sa propre bulle. Que littéralement en fait quand on est chez soi, on est dans sa bulle, on est dans sa zone de confort. Et des fois ça peut entraîner pas mal de points de friction pour faire avancer des topics. Parce que justement chacun est dans sa zone de confort et on a du mal en fait de se dire non mais en fait l'objectif de tout le monde c'est d'avancer dans la même direction. Comment on fait pour partager une direction commune quand on ne se voit pas en fait physiquement? On communique, on fait... Ouais, j'entends, mais j'avoue que je suis quand même assez réfractaire parce que quand t'es au bureau, tu vois un nombre maximum de personnes ensemble, genre ça peut être, je sais pas, une dizaine, une vingtaine le midi, maximum. Enfin, même s'il y a plus de gens dans la salle, tu vas jamais parler à plus de 10 personnes le midi. À la rigueur, tu vas prendre une pause café avec quelqu'un d'autre, mais en soi, si t'es dans un Zoom ou un chat qui est bien organisé, tu peux parler en chat avec une, je sais pas, vingtaine, trentaine de personnes, et derrière être dans un meeting, puis un autre, et voir beaucoup plus de personnes et échanger beaucoup plus que t'aurais pu le faire sur une journée on-site. Donc, mais je pense que ça dépend beaucoup par contre des outils mis à disposition. C'est des rythmes qui vont dépendre en fait. Ouais. Que pour moi, ça reste en fait une problématique humaine. Et suivant les différentes personnes, certaines vont préférer le télétravail parce qu'elles seront beaucoup plus efficaces. Elles seront beaucoup plus à même à pouvoir travailler sur 3 milliards de sujets en parallèle et ce genre de choses. Mais pour d'autres qui ont besoin plus de cet aspect humain, en fait, quand tu es à distance, tu le perds. Et ça te crée aussi après, c'est pas fait pour tout le monde. Pour la boîte. Ce qu'il faut idéalement, c'est qu'on soit flexible, que ceux qui veulent puissent faire un peu ce qu'ils aiment ou là où ils sont efficaces ou se sentent le mieux pour être au taquet, mais justement pas qu'on impose ni l'un ni l'autre. Si t'imposes du full TT, il y a plein de gens qui vont juste pas rejoindre ton entreprise non plus, ils ont envie de voir des vrais gens. Donc... Mais c'est pour ça, de mon point de vue, quand tu parlais de, je sais plus c'était quoi le terme, mais on va dire l'espèce d'Éden, pour moi c'est les entreprises qui vont permettre à leurs employés de être, si elles veulent, à 100% en télétravail, mais en essayant d'imposer un petit peu quand même de venir une fois par tous les 15 jours, ce genre de choses. Même si c'est pas respecté, c'est pas grave, l'idée c'est juste de faire en sorte de créer une certaine dynamique, mais laisser la flexibilité aux gens, quoi. Et ça, c'est... Ouais. J'entends, mais clairement la flexibilité. T'as tout dit à la fin, je trouve. Suggérer, inciter, mais laisser les gens flexibles, parce que sinon la personne va venir faire la gueule. Bon. Bon. Article de Guillaume Quéré, a.k.a. Das, a.k.a. les copains Sec Hebdo. Ça m'a régalé parce que il a un guide sur lequel il montre tout plein de manières de péter du Jenkins. Cool. Il a un petit toolkit qui met à jour depuis des années. Cool. Et là, il y a des nouvelles failles qui sont sorties
Et il a fait creuser un peu et ça me régale. Concrètement, il y a moyen, un peu comme mon Jolokia préféré où on peut envoyer un argument, ça va essayer d'ouvrir le fichier et dire « Ah non, je ne peux pas utiliser ce fichier parce que je ne comprends pas le contenu. Le contenu est le suivant. » Et ça donne la première ligne. Bon, en côté Jolokia, ça donne un peu plus, mais là, ça donne la première ligne. Et ils se sont dit « Bon, bah super, première ligne, il y a moyen de faire... c'est un file read partiel, c'est un peu vénère, mais c'est pas non plus la fin du monde parce que première ligne, il n'y a pas non plus une infinité de choses. » Et là, on se dit, bon, ok, première ligne, il y a proc self CMD line. Si on a des tokens lancés en CLI, c'est game over. On se dit, proc self environ, suivant comment c'est géré, si ça cut ou non null byte, c'est la merde. On se dit, tiens, s'il y a des clés SSH, là, suivant la manière dont elles sont stockées, ça veut dire qu'on pourrait liquer une partie de clés et brute forcer, régénérer la suite. Donc moi, je connais ça côté RSH ou RSA de manière générale. Et en fait, tout le monde avait commencé à se dire bon bah super, au final, il n'y a pas moyen d'avoir, c'est pas la fin du monde quoi. Sauf ce qu'il dit ici, qui m'a régalé. Avez-vous déjà remarqué à quel point un token Kubernetes tient sur une simple ligne ? Oui, clairement, et pas que. Il y a plein de fichiers où il y a juste un JWT dans une ligne ou un user de point mot de passe dedans, et c'est chaud. Et donc là, il explique un petit peu tous les tenants et aboutissants, que Jenkins, il a une master key, plus un secret dans Hudson Util Secret, qu'il utilise pour faire sa tambouille. Et globalement, si on est déjà connecté, on a un full file read de mémoire. Unauthenticated hacker cannot exploit, parce que justement, on peut lire qu'une seule ligne. Et quand on est un authenticated user, alors on est censé pouvoir choper plus. Mais on peut pas déchiffrer les secrets. Dommage. Et sauf qu'ils se sont rendus compte, donc coucou copain Alcanor, très très compétent également, j'espère l'avoir ici un jour. La native JVM supporte que des clés de 128 bits à cause de ce qu'ils ont appelé le US Export Restrictions on Cryptography, qui state que ils n'avaient pas le droit d'avoir des clés trop fortes parce qu'après l'État ne pouvait plus y accéder. Dommage. Sauf que cette restriction sur la taille de clé, donc un impact légal sur du software, la JVM, fait que cette faille de one line read devient suffisante pour diminuer la taille nécessaire pour le brute force de la clé, en tout cas la taille checkée, et du coup rend ça faisable. Et donc il dit bon voilà l'algo, voilà la manière dont c'est représenté, notre file read il va stripper ou casser un peu du formatage de temps en temps, voilà la table et voilà ce qu'on peut en garder et ce qui se ferait scratcher en termes de données. Voilà ce que ça donne sur un fichier, donc tout ce qu'on a en données valides et tout ce qui s'est fait corrompre. Et du coup, voilà le type de secret qu'on peut avoir, voilà comment lancer le brute force, voilà le script. Ils font plaisir, script qui est en Rust de mémoire. Rust. Et donc bien sûr, ils donnent tout ça gratuitement. Et le même type de nombre qu'on avait trouvé, de toute façon c'est souvent ça qu'on trouve quand on fait du brute force, jusqu'à 7-8 chars. Des fois 10 s'il y a des algos un peu plus faibles, ça se fait. Au-delà, no way. Donc là, il le dit lui-même, il a fait un petit script en pas longtemps, il va l'optimiser. Jusqu'à 7 jours, ça se fait. Tu prends 2 ordi ou 3 ordi, t'es en dessous de la semaine, donc pour tes missions de pentest par exemple, ça passe. Plus, il va falloir paralléliser. Donc voilà, il dit comment est-ce qu'il pourrait optimiser, en parlant de Rust, en parlant de calcul. OpenMP, c'est quoi ? C'est décentralisé ? C'est calcul de performance ? Open Multiprocessing. Et donc du coup, comment est-ce qu'ils ont pu récupérer différentes choses ? En tout cas, le scénario est très sympa de « Oh dommage, il y a une loi qui fait qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une clé dépassant une certaine taille, donc on sait que l'implème est flingué, donc ça... » Le légal contre la crypto. Le légal contre la crypto, c'est génial. Et on parle pas de crypto, genre crypto, blockchain, tout ça. On parle vraiment de crypto. Exploring IPv6 Identifier, article qui m'a édifié parce que ça va être dangereux. Vous le savez, IPv4 est en train d'arriver à bout, en tout cas est déjà à bout de souffle depuis un moment, mais je sais même pas comment on fait pour encore en avoir ou en racheter ou en retrouver ou en réallouer. Et côté IPv6, il y a de la place. Sauf que IPv6, c'est nouveau, c'est complexe. Les assumptions qu'on a côté IPv4 sont full flinguées à cause de ça. Et donc, les gens, ils parsent des IP, ils parsent des domaines, ils parsent ce qu'ils peuvent, ils parsent des URI. Souvent, il y a beaucoup de misconceptions. Et on a un truc qui va rajouter encore des caractères chelous qui arrivent dans un URI, mais qui sont pas du user de point mot de passe at quelque chose, mais qui contiennent quand même des 2 points. Bref, de quoi flinguer tous vos regex. Un plaisir. Pour ça qu'il faut pas utiliser des regex pour parser une URL. Mais le problème, ce qui est
c'est que ce que cet article explique, donc S. Slonser, je sais pas comment ça se prononce, I guess, c'est que IPv6 peut avoir un zone ID qui lui peut être du texte, que normalement dans une URL, le texte est censé être URL encodé, que dans ces cas-là, bah non, ça reste valide, t'inquiète, même si c'est dans une URI, on va l'accepter, pas le décoder et en théorie pas cracher. Et du coup, ça permet d'avoir d'un langage à l'autre, mais aussi au sein d'un même langage, suivant les parseurs, suivant ce qui est checké, différentes choses qui sortent. Et on peut du coup avoir un bout d'IP, d'adresse de quelque chose, qui est de l'IPv6, mais qui a un sous-domaine. Mais qui n'est pas un domaine, mais qui a un sous-domaine. Une sous-zone, mais un sous-domaine. Et ça va foutre un bordel monstrueux, cette chose-là. Parce que si on scrolle un peu, donc ils montrent différentes implèmes où ils font un parsing d'un côté, de l'autre, pour son jeu de test, en fait. Et donc là, on se rend compte que cet HTTP://IPv6 qui pointe vers la loopback avec une zone est vu, quand on le parse par IP avec le langage de test au-dessus, en tant qu'un sous-domaine d'exemple. Donc ça, ce genre de parsing foireux, si c'est dans votre browser, c'est toute la SOP et les CSP potentiellement qui volent en éclats. Si ça se passe dans votre backend, c'est tous vos filtres anti-SSRF qui volent en éclats. Bon, vous pourrez taper que de l'IPv6, mais on est censé y passer un jour. Et surtout, bah, même si vous l'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore passé, vous l'avez probablement pas désactivé dans l'intégralité de votre parc en disant que qu'il faudrait l'avoir un jour, ce serait quand même peut-être bien de pas le désactiver d'entrée de jeu. Donc là, ça veut dire que ça va taper de la SSRF, je pense. Parce que personne n'y a pensé avant, l'article est super bien fait, super précis. Il donne déjà les détails d'un plème C#, Python, Go et Java de mémoire, et plein de débuts de tables de correspondance. Donc il faudrait avoir un petit peu l'équivalent de ce qu'on avait présenté, Yann, tu sais, sur HTTP Proxy Garden, qui te permet d'avoir un tableau de entrées entre tes proxys. Et là, avec différentes fonctions, différents langages, pour avoir une maxi matrice et dire si vous avez un check sur ça, puis sur ça, ça se bypass, sinon non. Ou à minima une maxi word list de bout de zone ou d'IPv6 malveillant. Faudrait voir, peut-être qu'il y a déjà des choses dans Payload All the Things. Sur XT, il explique que même les implèmes built-in de certains langages, ils disent qu'il faudrait faire d'une manière spécifique en mettant des square braces, sauf que même si on met des square braces, il y a moyen d'aller ajouter... Bon, je vais pas vous la faire, parce que concrètement, c'est assez pointilleux suivant les implèmes utilisés, justement. Et concrètement, on se retrouve avec des cas où ce genre de payload, qui est absolument immonde, est vu comme une adresse IPv6 valide, donc pourrait se retrouver dans des bons petits pings des familles. Donc clairement, payload à sauvegarder, payload à rejouer, et c'est tout con parce que 2.2.1% par rapport à notre payload de ID.ID, elle est toute conne, mais elle va passer dans un nombre de cas affolant, je pense. Et bien sûr, ça peut faire de la CRLF, donc injection de carriage return, de requêtes, donc request smuggling et autres, dans de la SSRF. Et voilà, ça va être un bordel. Mais c'est un régal également. Petit tool, on va pas le poker là, mais ça avait l'air assez sympa. Democrating Computer Vision. L'outil a l'air génial. Vous faites pas voir par les logos mignons. C'est un truc pour de la mass surveillance que vous pouvez build vous-même pour votre home lab et vous auto-fliquer. Si c'est pas génial. Tout l'autre, c'est juste des outils qui avant étaient pas en open source, qui commencent à se démocratiser, et je trouve ça assez cool de se dire qu'on va pas tarder à pouvoir, je sais pas, faire ces petits outils Red Team où on va directement essayer d'identifier quand est-ce qu'un garde passe quelque part, ou faire ces petits, je sais pas, moi je suis du genre à bidouiller plein de choses, un photo boost à la maison, des trucs comme ça, et cette chose-là, vous permet de recoder votre propre, comment ça s'appelle, pas Dance Revolution. Ah, Just Dance. Just Dance. Vous pouvez, par pure passion, beauté du geste, recoder votre Just Dance avec ce genre de truc. Faire un payday IRL. Ouais. Mais voilà, juste je trouve ça mignon comme cas d'application. Et peut-être qu'un jour on prend... C'est pas de la sécu, mais peut-être qu'un jour on prendra le temps de jouer avec, parce que il y a des implications sécu. Il y a besoin de comprendre un peu ce qui se passe dans les computer vision. C'est en devenir, et puis même genre comprendre comment c'est fait te permet de, le jour où t'es là à tester un automate, une Tesla, une connerie, tu sais quels sont les pitfalls, tu sais comment est-ce que tu peux essayer de fausser la détection, parce que quand tu l'as implème, tu t'es mangé les edge cases. Donc je pense que ça peut être assez sympa.
petite question. Ouais. Il y a une relation avec OpenCV ou pas du tout? Oui, c'est basé sur OpenCV. Bon, de toute Ok. façon, dès que tu as besoin de processing qui passe un petit peu, tu vois, CV2. Est-ce que CV2 est OpenCV? Je sais pas. Il me semble que oui, mais je sais plus trop. Que je sais que moi j'ai déjà travaillé avec OpenCV, OpenCV. CV2, oui. Ouais. C'est velu à utiliser. De mémoire, moi j'avais utilisé le. Non, c'est. OpenCV 3, non? Non, c'était le 2 aussi? Je sais plus, j'ai l'impression d'avoir des PTSD de compilation de CV3 sur Rasp avec pas assez de RAM, mais ça devait être le 2 du coup. Et sinon, si Yes. tu veux, OpenCV, Ok. tu peux l'avoir directement dans ton navigateur en WebAssembly. Ouais, j'avais fait des tests Sympa. justement avec. C'était pas TensorFlow. Je sais plus, ils ont sorti tout. Enfin, si, il y a du TensorFlow, mais un kit en plus, et ils ont sorti tout ce qu'il faut pour jouer en JS. Et justement, ça a été, il y a 1 an et demi maintenant, la question, la prise de tête. Parce que je me disais, est-ce que je trouve un truc pour cacher ce qui se passe derrière moi? Et il se passe des dingueries, vous savez pas ce qui se passe d'habitude. Ou alors, est-ce que je fais un système, et j'avais commencé à travailler dans le browser avec une vue browser côté OBS, pour avoir un truc qui détecte le squelette d'une personne et qui blur tout ce qui est autour de ce squelette. Ça marche bien, ça se fait vraiment en genre 10 lignes de JS quand t'as la bonne librairie. Sauf qu'il y a un bug dans cette lib. C'est que si une deuxième personne passe, ça détecte un deuxième squelette. Et que du coup, ça va la déflouter aussi, Marine qui est derrière en train de faire ses meilleurs game de Hearthstone. Bon, et du coup, l'idée c'est pas ça. Donc il y a une feature pour dire tu te limites à un seul squelette détecté, le deuxième tu l'ignores et du coup ça le système est cassé. J'avais réussi à le faire fonctionner. Mais D'où le s'il paravent. détecte l'autre. Ouais, mais justement ça détecte l'autre et l'idée c'était de dire tu détectes ton premier squelette et tu arrêtes à ta fin de probabilité de détection dès que t'en as un broken. I don't know. Mais ouais, moi j'ai travaillé sur une application où, pareil, side project, où l'idée c'était juste de détecter des carrés dans une image. J'ai passé 1 an à essayer de mettre en place la feature, tellement que je me suis pris la tête. Et au final, je me suis basé sur des algos que d'autres personnes avaient déjà fait. En gros, c'était pour une side app d'un jeu. Et j'ai repris leur algo, en bidouillant un petit peu les paramètres, j'ai fini par réussir à trouver un truc qui fonctionne. Mais ça a été une tannée à essayer de comprendre le fonctionnement, et c'est vraiment complexe, quoi. Clairement, c'est le truc où j'utilise un algo qui le ferait pour moi. Bon, après, ça se recode, hein, ça se fait un peu de convolution, mais globalement, même s'il y avait des implèmes, il y a moyen de trouver un truc un peu récent, je pense, ou une lib qui le fait. Je pense que OpenCV le fait, c'est sûr, mais j'ai espoir que d'ici quelques temps, on ait ma padawan actuelle qui nous fasse un petit retex, parce qu'elle va pas tarder à commencer un projet d'optimisation, de breeding, de familier dans un jeu, et du coup, ça commence par récupérer une DB des types de familiers, puis faire un utilitaire de screenshot qui va analyser ce que tu as à l'écran, parce qu'en reverse, c'est un peu trop vénère pour du padawanage. Et une fois que tu as les screenshots, faire un espèce de plaçage relationnel dans l'écran pour voir comment est généré ton arbre de familier avec les différentes races. Et derrière, faire une DB et des checks de l'aile de gènes d'évolution génétique pour voir qu'est-ce qui est le plus opti à breed. Des cas tout cons, des algos tout cons, mais qui vont être... Ouais, ça doit être rigolo. J'ai hâte d'avoir le petit rétex de fin. Tout ce qu'on retient, c'est que la Lucas soutient l'eugénisme. Don't clip that. Don't clip that. Ok, c'est tout con. Un nouvel article, enfin pas un nouvel article, un truc qui est là depuis longtemps, c'est une bible. Autant Bookactrix que ce genre de mirror de base de savoir en général. J'ai revu des discussions il n'y a pas longtemps sur le fonctionnement du RUID, des UID, du SUID, et je n'ai sûrement pas dit l'un des 4, mais toujours est-il qu'il y ait aussi. Non, il y en a que 3, MDR. Il y a les R et les... Bon, bref, toujours est-il. Lisez ça. Si vous n'êtes pas familier avec ça, lisez ça. Parce que c'est trop important dans le système, c'est trop important pour comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas lancé un tmux et faire un sudo et le laisser ouvert. C'est trop important pour comprendre comment est-ce que quand vous sortez de sudo, vous récupérez vos privilèges d'avant. Pourquoi est-ce que quand vous faites du pound, votre shell il a un accès nul et pas un accès avec le vrai effective UID byte que vous venez de taper. Donc, read it, motherfucker, please. Voilà. Naya ?
Yes. Shine. Allez, du coup, ça c'est le seul article que j'ai partagé. C'est vis-à-vis de un billet qui a été balancé du coup par la Maison Blanche américaine. Assez sympathique dans le sens où il commence à se poser la question, est-ce qu'on définirait pas un standard pour gérer les time zones sur la Lune? Il y a un certain Elon Musk qui essaye d'y aller dessus. Je sais plus si c'est les... Il me semble que c'est les Chinois aussi qui ont essayé récemment et se sont mangés un crash de fusée. Mais je me souviens plus exactement. Mais bref, en tout cas, dans l'idée, c'est... vu que la Lune, ça a l'air d'être une des prochaines destinations où il va falloir qu'on... Enfin, la conquête de la Lune va plus ou moins reprendre. L'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on n'anticiperait pas et qu'on créerait pas donc le système de time zone pour la Lune. Donc, en l'occurrence, ils ont demandé à la NASA de plancher sur la question. Donc là, dans le billet de blog, il parle justement de LTC, Lunar Coordinated Lunar Time. Et étant donné que sur Terre, c'est déjà un joli Bordel. Pour Fuseau arriver horaire, plus correct. découpage de type non en hauteur. Longitude, latitude? I don't know. Latitude, longitude, dans un sens, dans l'autre, je sais plus. Ok, bah dans le pire des cas, tourner si on Plus, est mauvais. Et du Altitude coup, aussi. entre ça... altitude aussi. Altitude aussi qui peut fucker les trucs dans les... Ouais, carrément. Mais Plus les... Du coup, découpage fait à la main, plus les heures d'été et d'hiver, plus les trucs politiques qui font qu'il y a des fois des Exactement. exceptions. Pa. quand t'as aussi l'Allemagne, la France et l'Espagne, je crois, qui sont sur le même fuseau horaire, alors que clairement ne devrait pas l'être aussi. Tout ça, c'est des Ouais. joyeusetés. Ce Et serait du pas coup, on trop va rigolo rajouter- qu'on ait pas de fuseau horaire, qu'on ait vraiment un truc en mode, ben, dis-moi où t'es et je te dirai quel temps il est pour toi. Genre, qu'on utilise pas des tranches et des zones, mais vraiment un champ. Tu donnes juste un truc où tu donnes longitude, latitude, et ça te donne ta valeur en tout point de l'espace, et ça te dit, ben, pour toi, il est tant plus de minutes par rapport à ton pote qui est là-bas. Et du coup, qu'on ait bien sûr l'outillage adéquat. Ce serait incroyable. Alors, Obsec 0. je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que ça existe déjà, que normalement, les coordonnées, on parle avec les degrés, les radians et Non, tout ça. non, ça existe Et, carrément, mais je veux dire que ce soit tu la les norme, lis, qu'on n'utilise pas les Ah. fuseaux horaires et qu'on n'utilise que ça. Et du coup, ben, ouais. t'es arrivé en retard en réunion, bah non, j'y peux rien, chez moi il est cette heure-là, à 5 minutes près, vraiment, j'étais à l'heure. Ça sera Mais un bon, joli bordel l'outillage, à Google moduler. Calendar n'aura plus jamais la même tronche. Trop de meetings qui commençaient à pile minutes, enfin leur pile plus de minutes, moi je vais rire. Mais ouais, que du coup, pareil, avec la Lune, au final, il y a d'autres contraintes qui se mettent en place sur l'histoire de la relativité du temps, que le temps est aussi influencé par la gravité. Et donc, quand tu rajoutes ce genre de données dans l'équation, je pense que les ingénieurs de la NASA, là, ils vont bien s'amuser à essayer de définir des trucs. Et Ça une va fois être qu'ils auront fait le draft, bordel. une fois qu'il va falloir l'implémenter, tu parlais d'IPv6 tout à l'heure, mais celui-là aussi, il va être coton. Celui-là, il va être vraiment terrible. Ouais, mais bon, 2026, il nous reste 2 ans pour se dire que peut-être ça va être repoussé. Après, bon, qui a vraiment besoin de faire ça? Si tu travailles, ok, dans une agence spatiale, t'auras besoin de gérer ça, mais si tu travailles dans une agence spatiale ou truc de fusée, en théorie, t'es censé être un peu stock. En revanche, tous les projets open source, enfin, s'ils se reposent sur des vieux projets open source pour les vieilles implèmes, dommage. C'est pas grave, nous n'irons plus sur la Lune. Mais après, on peut imaginer aussi que ça va impacter les systèmes informatiques des personnes qui vont aller sur la Lune. Que vu que c'est en train de se privatiser, on peut imaginer que monsieur et madame tout le monde à 3 milliards de dollars par mois va sur la Lune, il veut utiliser son téléphone et puis il se rend compte que les données ne sont pas synchronisées parce que le fonctionnement de l'heure n'est pas le même. Qu'est-ce qu'on lui affiche et, comme, je sais pas, pour l'affichage de son tweet, qu'est-ce qu'on lui met comme heure d'affichage? C'est le genre de questions qui peuvent se poser, quoi. Un plaisir. Qu'est-ce que tu nous payes comme bêtise, Marie? Ça vaut vraiment pas le coup. Hein. C'est trop tard, tu postes ça.
Je présume que c'est un très beau coin, parce que j'aime pas mal ce qu'il y a par là-bas. Mais C'est bien le pourquoi Vercors. Bon, regarde T'as- le nom t'as du pris- bled. Pff, ça vole pas haut. Hein. Ok, nice. I see what you got. Ok. Je me fais celui-là et tu reprends un ou deux articles après? Allez, ça part. Est-ce que tu t'attendais pas à ce que je mette la carte? Non. Oupsie. Ok, je présume que c'est Zor ou quelqu'un comme ça qui m'a envoyé cet article, sinon je sais plus qui, mais en tout cas il est incroyable. Concrètement, ce que ça dit, c'est que il y a un gars qui s'est cassé le crâne suite à un crash random d'une génération d'AST en Python dans sa CI. Il y a eu un crash, puis un deuxième, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a eu un crash et que c'était un peu bizarre. Et ben ils ont commencé à creuser. Et ils ont pas creusé genre vite fait. C'est du dev, mais moi je vois un write-up de Pawner, mais genre de Pawner vraiment et de bonheur. Concrètement, il explique un peu qu'il a essayé de reproduire les crashs de Python. Fine. Ils ont eu l'impression que c'était un truc lié au garbage collector, admettons, pourquoi pas. Ils expliquent un peu ce qu'ils ont testé, d'aller tester dans la CI, de reproduire en dehors, pas réussi, dommage. Ok. Du coup, let's go, on va mettre un GDB dans la CI, cross-compiler tout ça, balancer tout ce qu'il faut, essayer d'aller drop-in, replace un Python qui a des symboles de debug, sinon ça va être chiant, et commencer à faire du scripting du pauvre avec juste les flags de GDB. J'ai parlé vite dans celui-là parce que vraiment il est long, mais vous allez voir, c'est une pépite. Une fois qu'il a ça, il a fait en sorte que le crash chopé soit récupéré en tant que GitHub ou en tout cas en tant que CI artefact, récupérable après ça, et il n'arrivait pas à reproduire le crash dans GDB dans la CI. Dommage. Donc il a vraiment fait un crash, un K-core ou un core tout court? Core looking at cores locally, ouais non, juste un crash du process pour récupérer ça et donc pouvoir voir un peu ce qui se passait. Fine. Et donc il commence à dire ouais mais concrètement il y a eu une corruption mémoire qui a commencé à écraser des v-table pointers côté Python. Ensuite il dit Python c'est pas vraiment des v-tables mais vous avez le principe, vous avez une table qui contient les attributs d'un objet et donc soit c'est de la variable, soit c'est de la méthode et donc si vous avez un bout de fonction ou de données en tout cas qui est là pour être utilisé par l'objet, si vous le cassez, bah, peut-être il y a un pointeur de fonction, peut-être il y a une taille de dictionnaire et du coup derrière vous enfin taille de non pas de dictionnaire, taille de liste. Du coup, vous pourrez accéder à des trucs en dehors de la liste, mais en vue en tant qu'une liste. Donc, quand vous commencez à faire n'importe quoi. Donc, clairement, j'offre des cookies à la personne qui prend ce crash de bug et en fait un exploit. Parce que ce serait chouette. Et ça bypasserait toutes les Python jail, donc c'est cool aussi. Enfin, beaucoup de Python jail. C'est pas pareil. Ensuite, il s'est buté pour essayer de le reproduire en local, où il a commencé à faire des tests. Il a un moyen très mignon de montrer un petit peu ce qu'il fait. Il met des petits commentaires, il explique ce qu'il fait avec ses PyPy compilants statiques, et il finit par, de mémoire, relancer avec 10% de proba de... Putain, c'est sélectable, je savais pas. Incroyable. Finit par reproduire le crash une fois sur 10 avec Multiline ou d'autres outils qui font du benchmarking et qui relancent un tool en boucle. Et on finit par choper... il dit bon je galère, j'ai trouvé un peu le point de crash à peu près, mais c'est quand même difficilement précis. RR, introducing RR. RR c'est timeless debugging, ça permet de faire lancer un programme, le record, revenir en arrière, regarder s'il avait crashé, le relancer, revenir en arrière, changer quelques paramètres, réexécuter, etc. Il a dit qu'a priori c'était une surcouche à GDB, je suis pas sûr mais j'ai envie de le croire parce qu'il a l'air très compétent. Et que donc il y a moyen de scripter avec aussi, que ça se passe pas trop mal. En vrai je le crois sur le fait que c'est une surcouche à GDB. Toujours est-il qu'il fait sa life, c'est sûrement beaucoup trop petit pour vous dans le chat mais je pense je peux pas faire plus. Ah, I can't. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il fait du continu, du précédent et qu'il s'est fait des petits outils pour aller print la méthode, print la mémoire à des endroits très spécifiques en replaquant des structures Python dessus pour voir le contenu et comment est-ce que ça s'agence, jusqu'à ce qu'en replaquant ces structures au bon endroit, ça marche quand même pas, donc là on sait que ça a été corrompu. Et du coup il commence à creuser les différentes suppositions de peut-être que le garbage collector a choke à tel endroit ou de telle manière, donc ils font plein de choses. Il fait des vraies fonctions, il commence à faire des vraies fonctions un peu plus étoffées pour pouvoir creuser ce qui se passe. Donc là, quand vous commencez à avoir un GDB avec toutes ces fonctions codées à la mano pour aller creuser un bug, ouch. Toujours est-il, il était déter de ouf.
Du coup, il fait son deep dive, il continue, il utilise ses petits outils. Et ensuite, une fois qu'il a fini par comprendre, avec un peu un système de bisect, de j'avance, je recule, c'est corrompu, pas corrompu, corrompu, pas corrompu, c'est à cet endroit, et il commence à regarder qui a un pointeur sur cet objet, qui n'en a pas. Cet objet, est-ce qu'il a un ref count bien géré? Est-ce qu'il a un système de boundary côté garbage collector pour dire cette liste j'utilise de tel index à tel index, et tout le reste, j'ai pas touché depuis un longtemps, donc tu peux libérer ce qui est en trop. Bref, un délire. Il fait son petit test unitaire pour pouvoir reproduire le bug, commencer à taffer sur un patch et le fixer. Elle le fixe. C'est vraiment painful au possible, mais il a fixé son bug. Mais là où ça devient beau, c'est qu'en fait, il a reparlé à un mec, ils ont trouvé, en plus du bug qui avait occurred, le même pattern à 2-3 autres endroits, 2-3 autres codes pass, donc ils ont pu améliorer, fix, improve, tout ça, overcome. Mais ils se sont dit, bon, maintenant qu'on a un truc avec ce bug, il aurait dû être catch quand même, parce qu'il est là depuis 13 ans ou 2013, je sais plus. De toute façon, ça va pas tarder à faire autant de temps. Et peut-être qu'il y en a d'autres, et donc ils commencent à utiliser, ils ont dit qu'ils utilisaient Hypothesis, qu'il faudra qu'on poke un jour peut-être. En tout cas, je vais me le mettre en to do. Qui fait un petit peu, à ma compréhension, de fuzzing, avec creating unit test, simpler and more powerful, pour trouver des edge cases dans votre code auxquels vous n'auriez pas pensé. C'est stable, powerful et facile à utiliser, à ajouter une test suite existante. Toujours est-il, c'est un truc de test, lui il est utilisé en mode test agressif de ouf. Et donc son test agressif de ouf, juste en faisant allouer des objets, lire des choses, bouger quelques objets, et en changeant quelques flags du garbage collector pour avoir un maximum de comportement, ils ont trouvé une je vais pas dire une tétrachier parce que c'est moche. Vous avez quoi comme expression pour dire beaucoup? Genre beaucoup. Pléthore de bugs. Ils ont trouvé pléthore de bugs. Ils ont tout patché, backporté jusqu'à 2.7, et ils ont donné plein de goodies sur la manière dont le garbage collector fonctionne, dans la manière dont on peut scripter GDB RR, dont on peut débugger du Python de manière un peu hardcore, je veux dire. Et il y a un autre truc que j'ai perdu. À un moment, il va vraiment sur oui, mais en fait, dans notre implem, on aurait dû ajouter des invariants pour vérifier que notre garbage collector il a un comportement sain. Et donc, peut-être que Naga, toi, ça te parle, qui est un peu plus dev, mais pour moi, c'est du dev avancé, vraiment de preuve formelle et tout, c'est quand tu veux vraiment bien que ça se passe. Donc, je suis d'accord que Python et les autres langages sont suffisamment importants pour qu'on creuse et que vraiment ça devienne stable, mais c'est pas n'importe qui va scoltiner ça, quoi. Tu veux dire jouer avec le garbage collector? Non, à faire trouver des invariables, trouver un certain nombre de conditions qui, au long de ton exécution, ne sont pas censées changer, et sinon te dire qu'il s'est passé quelque chose de néfaste, et surtout indiquer quels sont... Enfin, il y a même des classificateurs de type d'invariants, quoi. Donc, bref, tout un tas de choses faites par des gens très barbus, ou pas, qui permettent de rendre vos logiciels stables. Ou plus. Ou plus. Il explique aussi toute la partie des ressources, des variables qui est hard-codée dans le heap, qui est initialisé en tout cas au runtime de Python, pour ne moins instantier de choses et avoir toute une partie d'objets qui sont de toute façon utiles, donc préchargés au démarrage pour les startup time. Expliquer que ceux-là ils sont tracés différemment parce que sinon forcément ton overhead serait horrible. Bref, le mec a vraiment fait du diligence et il a fait un petit truc que je connaissais pas, parler d'un petit truc. RPython. Ils expliquent que pendant les unit tests, pour être sûr de vraiment comprendre le bug, ils ont fait des tests unitaires pour le garbage collector, certes, mais que le garbage collector de Python est écrit en RPython. Et RPython qui est un subdialecte de Python 2 qui peut être compilé en C. Là, vu la réaction que vous avez eu tous les deux, c'est carton plein. C'est genre vraiment le garbage collector de Python, mais genre de Python toute version, et dans un sous-dialecte de Python 2, d'un truc qui s'appelle RPython qui se transpile en C. Mouah, une pépite. Camoulox. N'empêche que, du coup, y a moyen de faire ses implants en RPython et de se les compiler en C, et puis tout va bien. Après, j'ai envie de dire, les garbage collectors, c'est censé être des outils, on va dire, de métaprogrammation qui doivent être ultra performants si tu veux que ton langage... T'as besoin d'être un peu plus haut niveau que juste le C, pour avoir un peu de réflexion et tout, ouais. Complètement.
Du coup, ça Mais- m'étonne pas trop que ce soit sur un langage un peu dérivant, enfin dérivé de Python. Et ouais, partir sur du R Python, je sais pas quoi. Peut-être qu'ils auraient eu plus vite fait de faire ça en C. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Mais là où c'est sympa, c'est que du coup, je me suis dit, vas-y, bon, ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? R Python, c'est, bah du coup, comme ils le disent, pas cliquer, le bon lien. R Python install, let's go. Est-ce que c'est celui-là? Clairement pas. Comment j'ai fait pour choc ça? Je l'avais tout à l'heure. Python, R Python? C'était pas Ou le alors dernier c'est lien que tu pas avais sur la page d'avant? Possiblement. Bon, allez, getting started with R Python. Via read the docs. Alors, comme ils le disent, R Python is a subset of Python 2 that can be statically compiled. Ok. PyPy interpreter is written mostly in Python. Ok. Ça veut dire que PyPy est codé en subset de Python pour coder Python, mais en étant transpilé en C. R Python compiler, lui, le compiler de R Python, lui, est en Python. Comme tu le disais, la partie Python est un métaprogramming pour R Python, donc le fait que ça puisse mieux gérer certaines choses, et R Python est sûrement le métaprogramming pour le C. Toujours est-il qu'il y a moyen de prendre cette chose-là et de transpiler, à ma compréhension, ce code Python en C, mais donc qui dit C dit LLM, et dit plein d'autres choses LLM. LLVM? Je sais même plus, il y a trop d'acronymes. Ouais, LLVM. Du coup, pour avoir un code intermédiaire et derrière faire encore plus de dingueries. Donc il y a moyen de faire des trucs, je pense, très rigolos avec ça. Genre des petites chals, genre des petits trucs. Voilà. J'ai appris l'existence de R Python aujourd'hui, quoi. Et j'en suis content. Yann? Avant de faire charger cette Yes. beauté qu'est cet article. Hop.